On va donc demander à Solène de me rejoindre. Alors, les baleines et les monts sous-marins, quels sont les liens? Si vous avez déjà assisté à des conférences de Solène et de Claire Garrigue d'Opération Cétacé, qui est aussi chercheur à l'IRD, vous avez souvent entendu parler d'Antigonia. Parce que c'est là-bas, on le sait maintenant, qu'à la fin de la saison des baleines, elles se regroupent avant de prendre la route vers l'Antarctique. Mais pour quelle raison? Alors, on a peut-être des éléments de réponse ce soir. Alors, comment je vais... Tout marchait bien avant que vous rentriez dans la salle. Et puis là, je ne sais pas, on a un petit souci technique. Je suis la télécommande. Xavier, au secours. Oui, j'ai le jeu. Bon, c'est un apéro, c'est pas mal. Bah, c'est un apéro, il dit genre à 20h, à 20h30, on se dit bon, on se fait des petits croissants. Donc on se pose le ou alors on se fait comme ça, Moi, je vais la faire. Pas de souci, je te regarde. Ça marche? Oui. On est très polyvalent à cette image. D'accord. Je vais essayer de l'être aussi. Bonjour à tous. Donc, bon, Bertrand a quasiment tout dit. Alors, sur les monts sous-marins, moi, je vais vous parler d'un sujet très spécifique, celui des baleines, et en plus, même pas n'importe lesquelles. Il disait c'est tellement dommage de passer sa vie à travailler sur une espèce, mais pour moi, c'est pas encore ma vie, donc ça va. Donc, je travaille sur les baleines à bosse, et pourquoi je viens vous parler aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, on a fait, dans les dernières années, beaucoup de découvertes sur le lien entre les baleines à bosse et les monts sous-marins, et c'est quelque chose qui était assez innovant sur les connaissances qu'on avait sur les baleines à bosse dans le monde. Et donc, d'abord, je vais vous parler un petit peu des baleines à bosse et de leur caractéristique la plus importante, qui est que c'est une espèce migratrice. Donc elle est cosmopolite, ça veut dire qu'on la trouve dans tous les océans du monde. Mais dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, on a différentes populations qui chaque année vont faire des migrations entre des zones d'alimentation polaire, en vert, et des zones de reproduction et de mise bas qui sont ici représentées en violet. Et donc entre autres, l'Océanie, avec les îles de Tonga, de Polynésie et bien sûr de Nouvelle-Calédonie, font partie de ces zones de reproduction. Alors, on le sait, pendant donc, cette période où elles viennent se reproduire et mettre bas, on observe beaucoup les baleines à bosse le long de nos côtes, au grand plaisir donc des touristes, des locaux qui peuvent ainsi les observer, surtout qu'à cette période de l'année, elles vont avoir beaucoup d'activités de surface qui font la joie des uns et des autres. Mais c'est aussi pour les scientifiques une bonne occasion de les étudier. Puisque comme elles sont très proches des côtes, elles sont accessibles, on peut les étudier avec des embarcations légères, comme un semi-rigide sur cette photo, et puis on peut faire des sorties à la journée, ce qui ne coûte pas cher. Et vous vous doutez que pour les chercheurs, c'est un élément très important. Donc c'est peut-être ce qui a participé au fait que la baleine à bosse soit un des cétacés sûrement qu'on connaît mieux dans le monde et qui est le plus étudié actuellement. Alors en Nouvelle-Calédonie en particulier, depuis 20 ans, on a un suivi qui est réalisé par l'association Opération Cétacé et puis par l'IRD et qui a mis en évidence dans le lagon sud la venue d'une petite population de baleines qui a une croissance plutôt lente et parce qu'elle était petite, elle a été classée comme population en danger par l'UICN qui est l'Union internationale de conservation pour la nature. C'est un statut qui est important parce que c'est reconnu internationalement et donc ça permet de mettre en place des mesures de gestion appropriées. Mais que sait-on de ce que font les baleines quand elles sont loin de nos côtes, quand elles ne sont pas dans le lagon sud? C'est la question qu'on se pose. Donc d'abord un petit peu de contexte, même si Bertrand, encore une fois, vous a bien peint le tableau. Les baleines à bosse donc, migrent vers des zones de reproduction, mais dans le monde, on a différents sites qui sont répartis le long de côtes. Par exemple, en Australie, les baleines peuvent migrer le long de la côte, idem
en Amérique du Sud, et donc les couloirs migratoires finalement sont un petit peu délimités naturellement par leur habitat. Alors qu'en Océanie, le contexte est un petit peu plus compliqué. On a beaucoup d'îles, de récifs, de bancs et de monts sous-marins qui constituent potentiellement des habitats favorables vers lesquels elles pourraient se diriger. Donc je ne vous refais pas une description de la géodiversité de notre région entre la Calédonie, mais vous l'avez compris, il y a beaucoup d'habitats qui sont disponibles. Et donc notre question c'était, est-ce que les baleines occupent ces habitats aussi? Est-ce qu'elles s'y dirigent? Ou est-ce qu'elles se contentent d'aller dans la zone côtière? Alors, 2007, j'ai dit, c'est un peu le début d'une longue aventure. Alors que les premières balises satellitaires de suivi des baleines à bosse sont développées, l'association Opération Cétacés décide de déployer 11 balises dans le lagon sud pour suivre la migration des baleines vers l'Antarctique. L'idée étant qu'on ne connaissait pas en fait les zones d'alimentation de ces animaux, et donc on voulait les suivre pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, grâce à des balises qui sont implantables, et voir quelle était leur destination finale. Donc les scientifiques déploient leurs 11 balises, ils les déploient en fin de saison, puisque l'idée c'est de suivre la migration, et puis s'attendent à voir leurs baleines tranquillement partir vers l'Antarctique. Et puis c'est pas vraiment ce qui se passe. Donc là, un petit peu moins de suspense, parce que ça fait 1 heure qu'on vous parle de ce mont sous-marin, mais en fait, toutes les baleines, pas d'exception, elles vont toutes s'arrêter sur cette structure, le mont sous-marin d'Antigonia, et aussi sur une structure qui est située... Je vais y arriver. Ouais. Sur un banc qui est situé un petit peu plus au nord, le banc de la Torche. Et donc elles vont toutes s'arrêter sur ce mont sous-marin et y passer parfois quelques jours. Alors un peu plus de détails sur ce mont sous-marin en particulier. Le mont sous-marin d'Antigonia, donc on le disait, qui est environ à 60 mètres de profondeur, celui de la Torche un peu plus au nord qui est plus dans les 30 mètres, et qui sont dans des fonds environnants très profonds, et qui ont tous les deux, en particulier Antigonia, une forme de guyot, un petit plateau, comme nous l'a décrit Bertrand. Donc un spot pour les baleines. Alors, est-ce que c'est une surprise de voir des baleines sur un mont sous-marin? Vu ce qu'on nous a expliqué depuis 1 heure, peut-être pas tant que ça, parce que le lien entre les cétacés et les monts sous-marins est assez connu. On a compris qu'il y avait des mouvements d'eau, de circulation autour des monts sous-marins qui faisaient remonter des nutriments, qui déclenchaient toute une chaîne alimentaire, en haut de laquelle on trouve les top prédateurs, comme les requins et comme les cétacés bien sûr. Donc il y a d'autres cas dans le monde où on a vu un lien entre des cétacés et les monts sous-marins. Mais pour ce qui est des baleines à bosse, pas vraiment en fait. Il y a très peu en tout cas à l'époque, il y avait très peu d'informations sur la présence de baleines sur des monts sous-marins, de baleines à bosse. On avait finalement que des petites, des anecdotes. Par exemple, le cas de baleines, de champs de baleines qui avaient été détectés au nord de l'archipel d'Hawaï, mais on n'avait pas de vérité terrain de la présence de ces animaux. Et en fait, c'était pas tellement étonnant parce que toutes ces hypothèses sur la chaîne trophique et la chaîne alimentaire, pour la baleine à bosse, on ne voit pas trop le lien puisqu'elles sont censées jeûner, elles sont censées être au régime. Donc, on se dit, même s'il y a des poissons, ça ne devrait même pas les intéresser. Par ailleurs, voilà, si tu peux changer, on sait aussi que les baleines, elles viennent dans les zones tropicales pour mettre bas. Donc elles sont accompagnées de leurs jeunes baleineaux pour les mères, et on pense qu'elles cherchent plutôt des zones protégées, la baie de Prony, des endroits dans les lagons où le petit peut tranquillement se développer et ne va pas être embêté par des conditions météorologiques un peu compliquées. Donc on a du mal à imaginer pourquoi est-ce que des mamans avec leurs petits iraient se mettre sur des zones comme celle sur la droite, ce qui ressemble un peu à Antigonia. Alors 2008, donc l'année suivante, l'équipe se dit il faut aller voir ça de nos propres yeux. Donc départ en mission pour Antigonia. Donc comme on l'a dit, les conditions de mer dans ce genre de zone qui sont donc là à 170 km de la côte sont compliquées. Il faut une fenêtre météo et souvent cette fenêtre météo elle va être courte, quelques jours seulement. Donc le bateau part, il se dirige vers Antigonia, sur le chemin, rien. Et puis arrivé sur le site par contre, là, des souffles partout et vraiment une densité très importante de baleines. Donc ils ont bien la preuve que les baleines vont sur cette zone et qu'elles y vont en grand nombre. Après ça, entre 2008 et 2011, c'est plus d'une quarantaine de balises satellitaires qui vont être déployées sur des baleines, c'est plusieurs missions qui vont être conduites en mer pour aller vérifier la présence d'animaux, pour aller collecter des échantillons génétiques, photos, sur cette zone-là. Et depuis 2016, donc, on a lancé le projet WARE qui là en plus se dédie spécifiquement aux zones reculées, encore un peu inexplorées en tout cas du point de vue des cétacés, du parc naturel de la mer de Corail. Donc pour l'instant on a conduit 5 missions
et on en a encore à venir pour étudier les baleines dans ces zones reculées et entre autres sur les monts sous-marins. Donc aujourd'hui, 2018, ça fait 10 ans en fait depuis la première mission à Antigonia pour les baleines, pour le suivi des baleines bien sûr, parce qu'il y avait eu bien d'autres missions avant. Qu'avons-nous appris en 10 ans? Alors, c'est bien comme titre, comme ça, voilà, un site exceptionnel, absolument. C'est un site assez unique en fait dans le monde Antigonia. D'abord, on a montré que c'était un site de reproduction. Entre 2001 et 2017, on a passé 39 jours en mer au total sur cette zone et on a observé 284 groupes, donc forte densité d'animaux. On y trouve beaucoup de mères accompagnées de leurs baleineaux, ce qui paraît étonnant, mais en encore plus grande proportion que dans le lagon sud. On trouve aussi beaucoup de groupes compétiteurs, vous savez, c'est quand les mâles se mettent à suivre une femelle en groupe et puis ont en général des activités de surface assez agressives les uns envers les autres. Mais c'est en tout cas un comportement typique d'un site de reproduction. Et puis, on a également énormément de mâles chanteurs. Alors, j'avais un petit enregistrement là, je ne sais pas si c'est possible de le passer. En fait, notre stagiaire Alexandre vous a concocté 2 enregistrements, un du lagon sud, un d'Antigonia. Vous allez deviner qu'est-ce qui est quoi. Vous avez compris, hein, le deuxième, la batucada des baleines, c'était Antigonia bien sûr, donc forte densité de chanteurs au point que notre stagiaire en fait n'arrive pas à les compter hein, sur les enregistrements, il y en a juste beaucoup trop. Voilà, donc un site de reproduction important. On a aussi montré que ce site il était connecté au lagon sud, et ça c'est une information importante évidemment pour les gestionnaires, de savoir qu'en fait c'est les mêmes baleines qui se déplacent entre le lagon sud et Antigonia. Et on a montré ça par plusieurs méthodes, en croisant la télémétrie satellitaire qui nous donne ces trajets ici entre les différents sites, mais aussi avec de la génétique et de la photo-identification, donc des nageoires de la queue de la baleine, qui nous permet d'identifier les individus et puis de voir sur quels sites ils ont été observés. Et on a bien vu que ces 2 sites étaient très connectés, donc c'était la même population qui émet 2 types d'habitats. Enfin, donc on a vu que c'était des sites très denses, mais denses comment, en comparaison avec d'autres sites de reproduction. Donc on a comparé un petit peu les taux de rencontre, c'est le nombre de baleines qu'on observe par heure d'étude quand on est en mer, entre la Calédonie et puis différents sites du Pacifique grâce à nos collègues qui travaillent dans toute la région. Et on se rend bien compte que Antigonia sort du lot. On est à plus de 2 baleines par heure et en fait c'est du simple double par rapport à d'autres sites de reproduction, donc on a bien une agrégation qui est très dense et assez exceptionnelle de ce point de vue-là. Mais donc depuis tout à l'heure je vous parle d'Antigonia, mais en fait il est probable qu'il y ait bien d'autres monts sous-marins dans notre zone économique exclusive et puis en général dans le Pacifique Sud qui remplissent le même genre de rôle, qui sont des habitats similaires. Et ça on peut le voir par la télémétrie satellitaire seulement parce que c'est des sites parfois très reculés dans lesquels on ne peut pas aller ou en tout cas on ne peut pas encore aller. En particulier sur la chaîne donc, de monts sous-marins qui est située au sud de Chesterfield-Bellona, le mont sous-marin de Capel et les monts sous-marins adjacents, je ne vais pas réganer les noms, mais sont des sites qui paraissent vraiment intéressants parce qu'on a vraiment un grand nombre de baleines qui sont passées par ces zones-là et qui ont passé beaucoup de temps. Donc toutes ces informations, toutes ces découvertes sur l'utilisation des monts sous-marins se sont transcrites en action et puis on espère encore davantage dans le futur. Mais pour l'instant, donc l'an dernier, notre équipe a participé à la classification de certaines zones de Nouvelle-Calédonie comme Important Marine Mammal Areas, donc c'est des aires importantes pour les mammifères marins, les IMA. C'est une initiative de l'UICN, encore une fois, donc un organisme international qui essaye de cartographier avec l'aide des scientifiques dans chaque océan dans le monde, donc c'est une initiative globale de cartographier des habitats qui sont importants pour les cétacés en général. Et donc nous, on a fait classifier la zone sud de la Calédonie comme une zone importante à cause de la présence de baleines à bosse sur cette zone. Et on a donc la région des monts sous-marins de l'Afrique de l'Ordo et des récifs de Chesterfield-Bellona, qui sont pour l'instant des candidates
IMA, donc elles ont passé la première sélection, on va dire, et là on est en attente de davantage d'informations, mais je pense qu'avec les missions menées ces 2 dernières années, on devrait pouvoir faire transitionner cette zone en IMA. Donc on l'a compris, c'était des zones importantes, mais maintenant on peut se demander importantes pourquoi en fait, qu'est-ce qu'elles y font? Elles se reproduisent, elles mettent peut-être bas, mais elles pourraient très bien faire ça sur les côtes. Donc quoi de plus sur les monts sous-marins? C'est la question des usages. Et donc pour mettre cela en évidence, on a déployé, et on va finir de déployer, 18 balises satellitaires de dernière technologie qui, celles-là par contre, permettent d'enregistrer les plongées, donc la profondeur et la durée des plongées. Alors petite question... Avant de passer au résultat, juste qu'est-ce que vous imaginez qui peut être la profondeur maximum atteinte par une baleine à bosse en plongée? Alors, un petit peu mieux que 15 mètres. On est à 392 mètres sur les baleines à bosse. C'est une mesure qui a été faite au Groenland assez récemment. Ceci dit, c'est à mettre en comparaison avec le champion apnéiste de la catégorie cétacé, qui est la baleine à bec de Cuvier, qui est capable de plonger jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Donc, sur ces 2 dernières années, on a mesuré environ 5000, on a enregistré environ 5000 plongées, et la plupart de ces plongées ont lieu entre 0 et 50 mètres, donc la réponse de tout à l'heure n'était pas complètement mauvaise. On le voit ici sur cette figure, donc toutes ces barres grises, c'est le nombre de plongées qui ont lieu dans ces profondeurs, jusqu'à 150 mètres. Et on a quand même un certain nombre de plongées qui ont lieu au-delà de 150 mètres, qu'on peut considérer des plongées profondes, représentées en rouge, et qui vont jusqu'à 616 mètres. Donc si cette mesure-là est confirmée, on pourra dire qu'on avait bien, pour l'instant en tout cas c'est la recordman des baleines à bosse au niveau des plongées. Donc bien sûr on s'est demandé ces plongées profondes un petit peu exceptionnelles, où est-ce qu'elles ont lieu? Alors là je vous ai représenté donc, tous les trajets suivis par chacune de nos baleines pendant les 2 dernières années, et puis chaque point c'est la position estimée d'une plongée sur ces 5000 plongées. Et maintenant on va faire apparaître seulement les plongées qui sont au-delà de 150 mètres. Donc on voit que tous ces petits ronds roses, en tout cas beaucoup d'entre eux, ont l'air d'être faits à proximité donc, de reliefs sous-marins. Donc ces plongées profondes auraient un lien avec les monts sous-marins. On en a notamment sur la rive de Lord Howe, on en a autour de l'île de Walpole, du côté du mont sous-marin d'Elet, autour d'Antigonia, du banc de la Torche, et puis une baleine là qui a été particulièrement... Bon, elle a fait beaucoup de plongées profondes d'un coup, et c'est un petit peu dur à voir sur cette figure, mais en fait ici, notamment, il y a un petit mont sous-marin. Donc voilà, il y a un lien en tout cas entre ces reliefs et un comportement assez particulier de plongée qui n'avait pas vraiment été mis en évidence, ces plongées profondes, dans d'autres sites dans le monde. L'avantage de ces enregistreurs, c'est qu'ils peuvent aussi enregistrer le profil de plongée. Donc pour ceux qui font de la plongée bouteille ici, vous savez de quoi je parle, c'est ce que votre ordinateur mesure. Donc là, c'est un peu la même chose. Toutes les minutes, on a un point, on enregistre la profondeur à laquelle se trouvait la baleine. Et ce, pendant quelques heures d'affilée. Et donc là, excuse-moi, cette baleine de la 34-215 a fait plusieurs plongées d'affilée et de plus en plus profond, je dirais. Donc d'abord, elle allait dans les 100 mètres, ensuite 150, elle est atteint les 300 et puis elle a dépassé les 300. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur toutes les balines. En fait, quand elles font des plongées profondes, ça a l'air de toujours se passer par série de 5 à 10 plongées. Et d'autre part, ce qu'on voit, c'est qu'une fois qu'elles sont à la profondeur maximale de leur plongée, elles passent du temps au fond. Elles passent plusieurs minutes, 5-10 minutes au fond. Et on ne sait pas trop ce qu'elles y font, mais en tout cas, elles ont l'air d'y passer du temps. Alors pour ceux qui sont un peu apnéistes, vous imaginez que se faire quelques plongées d'affilée comme ça, dans les 300 mètres, et puis passer quelques minutes au fond à chaque fois, c'est une sacrée dépense d'énergie. Alors quand on se dit que les baleines à bosse, elles sont dans cette zone, qu'elles sont en jeûne, en régime, qu'elles n'ont pas mangé depuis des mois, qu'elles ont fait 10 000 km pour venir jusque-là et qu'on doit refaire la même chose pour aller en Antarctique, on se dit qu'il doit y avoir une raison, une utilité à dépenser autant d'énergie. Donc pour répondre à cette question, pour continuer en fait dans cette idée de pourquoi plonger profond et passer du temps au fond, on a regardé un petit peu la circulation océanique avec nos collègues physiciens. Alors,
En particulier, on s'est intéressé au front de température, c'est-à-dire le changement brusque de température quand on est à la surface, et on a un front de ce type-là qui traverse, alors ici c'est la Grande Terre, qui traverse tout le sud de la Nouvelle-Calédonie, qui suit en fait la ride de Norfolk, et le long de ce front, on a des petits tourbillons qui vont se former. Donc on voit bien que c'est une zone quand même au niveau circulation océanique qui est assez dynamique. Et on a cherché des signes d'une productivité qui pourrait indiquer qu'il y aurait à manger pour nos baleines en fait. Et ça peut se faire grâce aux satellites. En fait, on peut essayer de mesurer la chlorophylle en surface qui nous donne une indication de la quantité de phytoplancton qu'il peut y avoir à la surface de l'eau, et donc qui nous indique le potentiel d'une productivité et donc de nourriture potentiellement pour les baleines. Or, on n'a pas vraiment trouvé de signal de ce type-là. À la surface, rien. Mais ça ne veut pas dire qu'en profondeur, il ne pourrait pas y avoir de la nourriture. Et en effet, pour l'instant, on a quelques preuves, on va dire un peu anecdotiques, mais de mesures qui ont été faites in situ, qui semblent indiquer que sur certains de ces monts sous-marins, mais pas tous, il y aurait le potentiel pour de la nourriture pour des baleines à bosse. Donc pourquoi des baleines sur les monts sous-marins? Eh ben, vous avez compris que j'allais vous laisser sur des hypothèses. Peut-être une occasion opportuniste de s'alimenter, un petit snack qu'elle pourrait prendre sur ces monts sous-marins, mais peut-être aussi simplement un effet que j'appelais DCP. En fait, l'idée que ces baleines finalement elles viennent là pour se reproduire, donc elles viennent pour retrouver des congénères, et un mont sous-marin au milieu d'une plaine abyssale, ça reste un très bon repère pour se concentrer et pour retrouver ses congénères, avoir des occasions de s'accoupler. Enfin aussi l'idée d'un repère pour la navigation. Lors de leur grande migration et de leur déplacement, ces monts sous-marins peuvent jouer un rôle aussi de ce point de vue-là. Donc, quelques perspectives rapides, juste pour dire qu'on n'a pas fini de chercher, mais cette année, on va retourner avec l'Amborella sur Antigonia pour poser une nouvelle balise, donc continuer ce travail sur les plongées. On a un étudiant en ce moment qui regarde l'activité acoustique, en particulier sur Antigonia, c'est notamment ces enregistrements que je viens de vous faire écouter, pour essayer de voir le lien entre présence des baleines et puis fluctuation de conditions environnementales dans cette zone. Et enfin, on va continuer à s'allier à nos collègues océanographes, puisque vous avez compris que ce genre de travail, c'est la pluridisciplinarité qui joue vraiment un grand rôle, pour essayer de lier océanographie et comportement dans le futur. Voilà, je vous remercie de votre attention. Que les baleines plongeaient profond autour des monts sous-marins, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Suite au prochain épisode, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Comme les séries américaines, c'est la saison prochaine à suivre. Merci beaucoup, Solène. Alors, je vais mettre la présentation suivante. Et oui. Ok, alors en fait, on a parlé effectivement avec Bertrand des oasis de vie que représentent les monts sous-marins. Solène vient de nous parler de l'utilité des monts sous-marins pour les baleines. Bien sûr, on va tout de suite penser préservation. Quelle est l'utilité de préserver, ça on le sait, mais surtout comment préserver et à quelle échelle est-ce qu'il faut préserver ces espaces d'exception. Et on va terminer donc avec Christophe Chevillon, le directeur de l'ONG américaine Pew en Nouvelle-Calédonie, qui œuvre donc pour la protection du parc marin de la mer de Corail. Bonsoir à tous. Donc moi j'avais prévu une intervention un peu plus longue, mais on est pris par le temps. Et puis d'un autre côté, ça me réconforte un peu parce que vu la qualité des deux présentations qui viennent d'être faites, j'aurais eu du mal peut-être à attirer autant votre attention. Ce que je veux juste dire, c'est replacer ça dans le contexte. Nous, on travaille à la préservation de l'océan à une large échelle, c'est-à-dire en créant des aires marines protégées vastes. Et donc, évidemment, ce genre d'informations scientifiques, parce qu'en plus, on a l'habitude de se baser sur des données scientifiques, sur des publications scientifiques pour faire notre travail. Évidemment, ça va dans le bon sens, puisque ça montre qu'il faut préserver grand, il faut préserver large. Un autre détail, c'est fait dans le cadre du parc. Nous sommes membres du comité de gestion du parc. Il ne faut pas que je dise de bêtises sur le parc parce que j'ai aperçu 2 représentants du parc, des gens des affaires maritimes qui sont là avec leur uniforme du parc de la mer de Corail. Et donc nous sommes membres du comité de gestion. Nous travaillons à essayer d'installer dans ce parc une grande réserve. Les travaux du parc, je ne vous refais pas l'historique, c'est pareil, ça a été compliqué, on a été enlisé. Aujourd'hui ça a redémarré, on a travaillé sur la protection de Chesterfield et Bellona,
la révision du plan d'Entrecasteaux, bientôt, la semaine prochaine, sur les récifs pristines, Astrolabe et Pétri, là aussi j'ai pas le temps de développer les récifs pristines, mais toujours est-il que la prochaine étape, ce sera les monts sous-marins. Et on a déjà entendu des propositions de protéger en profondeur uniquement une sorte de réserve marine qui serait en 3 dimensions. Et donc évidemment, ce genre d'informations qui sont apportées à la fois par Bertrand ou par Solène montrent bien le lien entre la surface et la profondeur, que ce soit en termes d'animaux, d'écosystèmes, de fonctionnement. Et donc, évidemment, une réserve, ça ne peut pas être en 3 dimensions, ça ne peut pas être en profondeur. Pourquoi la profondeur? Parce que, évidemment, c'est pour préserver l'activité de pêche hauturière, la pêche à la longue ligne en Nouvelle-Calédonie qui se fait entre 0 et 300 mètres à peu près. Mais on voit bien qu'en termes d'écologie, en termes de fonctionnement des écosystèmes, ça n'a pas de sens de ne protéger que le fond de l'océan et qu'il faut protéger toute la colonne d'eau. Voilà, je ne vais pas en dire plus, j'espère que vous avez apprécié cette soirée que nous avons organisée en partenariat avec l'équipe de Sublimage et le Festival de l'image sous-marine. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'ONG Pew, sur le programme que nous conduisons, qui s'appelle en fait Pew Bertarelli Ocean Legacy, parce qu'on a le soutien de la fondation Bertarelli, une fondation suisse, et que nous menons ici en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est quelque chose qui se fait partout autour du monde, et nous, ici en Nouvelle-Calédonie, on le fait sous la bannière de J'aime les réserves XXL. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, qui veulent discuter, parce que là ce soir on n'a plus le temps malheureusement, et pas d'espace non plus pour les questions, c'est ça? Voilà, et donc pour terminer, on a un stand pendant toute la durée du festival en bas qui s'appelle J'aime les réserves XXL, et vous êtes les bienvenus si vous voulez en savoir un petit peu plus sur notre travail, sur l'ONG et sur le programme de création de ces grandes réserves qui, je le répète encore une fois, est quelque chose qui se fait à l'échelle planétaire. Voilà, merci d'être venus si nombreux. Ça vous laisse. Merci de votre présence. Sylvain va dire un petit mot pour finir, et juste avant que j'oublie, quand vous sortirez donc de ce côté-là, pensez à déposer vos bandeaux sur la table qui est à la sortie. Donc, merci effectivement d'être venu, merci pour vos intervenants. Je voulais juste préciser 3 choses. La première, en bas dans la salle, il y a tout un tas d'associations, il y a également une tombola. N'hésitez pas à jouer, ça nous permet également de voir le nombre de personnes. C'est juste une personne, un ticket par personne. Et il y a plein d'autres animations, donc n'hésitez pas à faire un tour en bas. Le deuxième point, parce qu'on est pressé, c'est qu'on a mis en place la roulotte, la mahoraise en face du parking. Vous resterez si vous avez un petit creux, donc n'hésitez pas si vous voulez qu'on reconduise l'expérience. Et le troisième point, je voulais finir par ça. Hier, on a fait la soirée d'ouverture qui malheureusement était pleine, était overbookée. Et donc j'ai le plaisir de vous annoncer qu'à partir de demain matin sur e-ticket, on va recréer une nouvelle séance dimanche à 20h dans la vue gratuite sur laquelle on repassera les films avec Gilles Kebaili qui ont été passés hier soir, pour ceux qui n'ont pas pu assister. Merci à vous.